Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de la Minute Citoyenne organisée par la plateforme de participation citoyenne Récit Bénin. Je suis Safia Thiem-Toré, présentatrice de ce panel. Il y a quelques jours, nous avons sillonné les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour recueillir l'avis des citoyens à travers un micro-trottoir sur la participation citoyenne. Comment comprennent-ils le concept et quelle est leur perception de l'engagement citoyen? Et devinez quoi? Leurs réponses étaient aussi variées qu'intéressantes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette réflexion en compagnie de personnalités de la société civile aux profils divers pour explorer ensemble la thématique suivante. Participation citoyenne au développement. Quel engagement pour le citoyen? Nous allons examiner à travers ce panel les différentes formes d'engagement possibles. Doit-il être politique, associatif ou particulier? Quelles sont les limites et les opportunités pour un citoyen qui veut faire bouger les choses et contribuer au développement? Pour discuter de cette thématique intéressante, nous aurons sur ce panel M. Benil Akambi, administrateur civil spécialisé en décentralisation et gouvernance locale, président du gouvernement des jeunes du Bénin, un jeune leader qui porte la voix des nouvelles générations engagées. Madame Naïmat Soulé, point focal Cotonou du Club mondial de la paix, une actrice engagée pour la paix et la société civile. Madame Maïsarat Raoufou, membre de l'association Women in Power, une activiste qui milite pour le leadership féminin et l'implication des femmes dans la gouvernance. Monsieur Ardon Djenotin, chercheur en humanité classique et un intellectuel passionné par les questions de citoyenneté et de gouvernance. Et enfin, Monsieur Merel Migan, coordinateur de la plateforme Récit, un fervent défenseur du dialogue citoyen et la sensibilisation. Nous sommes donc bien entourés pour mener cette discussion de fond. Chers panélistes, merci d'avoir accepté notre invitation. Place aux discussions. Participation citoyenne. Un bien grand mot qui aujourd'hui parle de la problématique du développement auprès de chacun d'entre nous. Quand on parle de citoyen, personnellement, je vois beaucoup de choses, mais je ne sais pas si d'autres sont d'avis avec moi. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, moi, je suis déjà très fière d'appartenir à cette jeunesse-là, qui essaie de remettre les pendules à l'heure en termes de participation citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, le débat politique ou les débats décisionnels ne sont plus un truc des grands. C'est aujourd'hui notre chose commune. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ère vraiment de la participation citoyenne des jeunes. En termes de participation citoyenne, il faut déjà remercier la jeunesse parce que la population à l'échelle mondiale aujourd'hui est relativement jeune. Donc, d'une façon ou d'une autre, nous sommes portés par un courant de jeunesse. Et donc, ce courant de jeunesse implique désormais qu'on tienne compte de la participation au-delà des programmations pour que les véritables acteurs, lorsqu'il s'agit de la problématique de citoyenneté dans notre République, puissent être touchés convenablement. Puisque le citoyen, c'est celui par qui le développement se met en place dans une cité. Tout à fait, mais quand on parle de citoyen, pour moi, je pense que même la jeunesse ne sait même pas ce qu'on appelle un citoyen. Tu es de mon avis ou qu'est-ce que tu en penses? Merci. Je pense que il est très intéressant de pouvoir expliciter la notion de citoyen parce que c'est même la base de la terminologie participation citoyenne. Alors, le citoyen, c'est qui? Le citoyen, c'est quoi? Le citoyen, c'est celui-là qui possède la nationalité d'un État et qui, à l'intérieur de cet État-là, jouit de certains droits et devoirs en échange de sa qualité de citoyen. Et lorsqu'on interroge un peu plus loin les penseurs, on se rend compte avec Jean-Jacques Rousseau que le citoyen, c'est celui-là qui est un acteur du contrat social et qui participe à la formulation et à l'expression de la volonté générale.
Et quand on va encore plus loin, on interroge Aristote, lui, il ajoute une dimension politique à la notion de citoyen. Le citoyen, c'est cet acteur-là qui participe aux instances décisionnelles, notamment au pouvoir exécutif et judiciaire. Je suis un peu troublé par cette définition Non, parce que je voulais rebondir sur son intervention parce que, vous savez, le citoyen, c'est un tout en un. Donc, on ne peut pas définir le citoyen dans sa globalité parce que vous voyez, tous autant que nous sommes ici, nous sommes des citoyens parce que nous appartenons à une république dont nous portons la nationalité. Ensuite, il faut déjà que le citoyen accepte respecter les législations que lui impose sa nationalité. C'est ce qui fait de lui un citoyen, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, elle est citoyenne, vous êtes citoyen, il est citoyen, elle est citoyenne, je suis citoyen, elle est citoyenne. Mais nos responsabilités de citoyenneté divergent. Parce que nous sommes appelés à répondre spécifiquement dans une notion de formation. Quand vous prenez les sociétés comme les nôtres, vous avez la classification des échelles de pouvoir qui sont d'abord au niveau du pouvoir spirituel. Ensuite, vous avez le pouvoir du travail, vous avez le pouvoir social, vous avez le pouvoir économique, vous avez le pouvoir économique et le pouvoir politique, pardon. C'est autour de ces 5 pouvoirs que s'organise la notion de citoyenneté. Donc, quand vous prenez les sociétés classiques que nous étudions à travers les humanités classiques, vous voyez toujours qu'avant que nos nations ne deviennent des républiques, donc des États indépendants, et nous sommes en train de fêter nos 66 ans d'indépendance, mais avant ça, nous avions une vision du citoyen qui était l'individu qui représente un ancêtre qui a déjà existé et qui est censé continuer la matérialisation de son œuvre sur terre. Donc c'est comme ça que l'orientation de sa formation, de sa transformation, de son éducation, de son métier se faisait. Aujourd'hui, le citoyen, généralement, répond de l'école moderne pour constituer son entité, puisque c'est celui que l'État outille pour l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs. oui, mais aujourd'hui, cette définition que je trouve assez large et un peu complexe pour une génération qui, pour ma part, se perd beaucoup dans les réalités de son quotidien, ne se retrouve pas dans cette définition de citoyen. Parce que pour moi, un citoyen aujourd'hui ne fait même pas le minimum de ce qu'on attend de lui en tant que citoyen. Les gens ne comprennent pas qu'ils sont des citoyens, ne savent pas à quel moment ils jouent le rôle de citoyen. Déjà, moi, je trouve que c'est un problème d'information à la base. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une jeunesse qui essaie de se mobiliser, mais il y a une jeunesse aussi qui est confrontée au défi de l'accès à l'information. Et donc, le citoyen, il existe, mais il ne sait pas qu'il a les devoirs en tant que citoyen à remplir. Déjà, il faut partir de la notion de base de citoyenneté qui impose des droits et des devoirs. Nous avons effectivement le droit à la nationalité, le droit à la protection de l'État, mais aussi nous avons des devoirs envers notre communauté. Parce que la différence entre un individu et un citoyen, c'est vraiment le rôle que cette personne joue dans sa société. Comment cette personne contribue à l'amélioration de sa communauté. Lorsqu'il y a un problème de la communauté, comment la personne signale qu'il y a un tel problème, comment la personne résout les problèmes de sa communauté, comment il sait sa communauté. Et donc, aujourd'hui, le défi auquel nous sommes confrontés en tant que citoyens, c'est le défi de l'information. Parce que plusieurs jeunes existent, la majorité sont beaucoup plus dans la recherche du gain et la recherche également du bien-être. Et donc, tout ce qui concerne la citoyenneté, les devoirs citoyens, le contrôle citoyen, la protection de son cadre de vie, ce sont des choses que normalement nous devons faire, mais que nous ne savons pas qu'il faut le faire. Et donc, je pense aujourd'hui que s'il faut condamner quelqu'un, il faut d'abord partir du problème de l'information, de la source d'information auquel nous sommes confrontés. Bon, je pense, oui, parce que vous avez réagi suite à ma définition. J'avais quand même dit au début que le citoyen, c'est celui qui accepte se soumettre aux exigences que lui impose la nationalité qu'il porte. Oui, et c'est même par rapport à ça que Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce que vous voyez, avant de parler du problème de l'information, nous avons un problème, c'est le problème de la démographie. Quand on interpelle les citoyens par rapport à la méconnaissance de leurs responsabilités, c'est parce que notre population s'est accrue de façon exponentielle à une certaine époque sans que nos États ne se dotent de moyens suffisamment forts pour accompagner les aspirants à la citoyenneté à véritablement se plonger dans les informations. Ça, c'est la première information. La deuxième chose,
c'est que nous sommes des États qui, à une certaine époque, ont accepté le dictat d'autres États qui nous ont colonisés et qui nous ont imposé une langue comme étant une langue officielle. À partir de cet instant, le projet civilisationnel de nos ancêtres a changé. Nous avons décidé de devenir des citoyens de type nouveau, avec une nouvelle nationalité, avec des obligations données. Et nous avons tourné le dos à nos processus de transformation qui se faisaient dans les pouvoirs et qui étaient basés sur l'artisanat. Parce que quand vous prenez les citoyens même qui n'ont pas accès à l'information, vous avez des piroguiers, vous avez des sculpteurs, vous avez des dessinateurs, vous avez des marmitiers, vous avez des maçons, vous avez dans l'essence spirituelle de nos terres, la citoyenneté d'essence qui se forme à travers la spiritualité et le don de l'artisanat que les familles qui constituent la première institution de formation et de transformation familiale se chargent de transmettre. Le problème, c'est que si nous en arrivons à interpeller aujourd'hui les citoyens et aussi l'État, parce que c'est synalagmatique, autant on interpelle le citoyen, autant on doit interpeller l'État. L'État joue son rôle. Monsieur, moi, je ne vous, excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, mais je pense que nous ne devions pas chercher la définition du citoyen ou la définition de la participation citoyenne sans retourner à l'école, sans retourner à notre éducation. Qu'est-ce que l'école nous a appris en ce qui concerne la citoyenneté? Quels sont ces devoirs de citoyenneté que l'école nous a appris? Parce que si nous devions parler de citoyenneté, il faut qu'on retourne à la base, qu'on retourne à notre éducation. Et je suis parfaitement d'accord avec la dame. Je crois qu'on a trop longtemps instillé dans notre mental que c'est à l'État, au corps constitué, de dérouler la route du développement. Et donc le citoyen, son rôle se limite uniquement à lorsqu'il y a élection, à venir voter. Voilà. Et dès lors que l'élection est passée, à retourner à ses occupations personnelles et à ne pas penser au travail collectif de progression, d'évolution de la société. Et aujourd'hui, nous faisons face à ce que ma soeur Maïssa Sarata a dit tout à l'heure, à une jeunesse qui essaie de sortir de ce carcan-là, mais la grande majorité est encore enfermée dans cet espace-là où on pense que le citoyen n'est citoyen que lorsqu'il doit devenir électeur et qu'il n'est pas citoyen lorsqu'il doit contribuer à l'effort collectif de développement. Pour moi, je pense que l'approche de Arda et votre approche, les deux se rejoignent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il parle d'une version de la citoyenneté qu'on a oubliée. Bien sûr. Une version de la citoyenneté qui apparemment est propre à notre identité culturelle et cultuelle, qui devrait en fait enlever le fossé que nous avons aujourd'hui avec la nouvelle version de la citoyenneté, ce dont elle a parlé. En réalité, aujourd'hui, partir de ce qui existait permettrait de couper un tant soit peu le fossé que nous avons avec la version citoyenne que nous avons aujourd'hui et d'aller vers une compréhension beaucoup plus adaptée à ce dont vous avez parlé tout à l'heure, la politique mise en place. Parce qu'en réalité, c'est cette politique qui peut-être, pour moi et pour ma part personnellement, ne s'adapte pas à nos réalités. Merci. Tout à fait d'accord. Mais non. Est-ce qu'aujourd'hui, cette citoyenneté qui existait, est-ce que c'est adapté aujourd'hui à nos réalités socio-politiques ou socio-économiques? Est-ce que c'est adapté? C'est un bout de l'ancienne Contis, la nouvelle. Exactement. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, suivez mon regard. J'ai dit dans un premier temps que le citoyen, c'est celui qui accepte se soumettre aux exigences que lui impose sa nationalité. Et la nationalité aujourd'hui béninoise est régie par une constitution. Donc le citoyen, c'est celui qui maîtrise les lois de la constitution qui gouverne son État. Et c'est pour ça que je pose le problème de la langue qui fait que certains citoyens ne sont pas en adéquation avec les textes de la République. Cela ne veut pas dire qu'ils ne participent pas. Laissez-moi finir. Je vais le couper parce que notre constitution elle-même dit déjà que elle doit être vulgarisée dans les langues nationales. Donc, en réalité, elle doit être vulgarisée. Oui, je vais vous poser une question simple. Quelle est la première règle de notre constitution? La première règle de notre constitution. Le premier article. Oui, le premier article.
Madame, Je n'ai pas de mémoire. Qui a le mémoire, mais je crois que ça, c'est l'article qui parle du caractère de notre État, du caractère républicain de notre État et de la langue officielle qui est le français. Bien, en fait, le premier article demande que tous les citoyens sur l'ensemble du territoire soient au courant de la Constitution. Et malheureusement, dites-moi, est-ce que c'est respecté? Non, ça c'est un principe. Non, ça voudrait dire que de base, le principe même de la Constitution n'est pas respecté. Non, Elle n'est pas pratiquée. Comment vous accusez la Constitution? Non, je n'accuse pas la Constitution. Je fais ce qu'on appelle, je vais dans les faits. Non, je ne peux pas être d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec lui entièrement parce qu'il expose des faits. Ne pas l'admettre, excusez-moi, ne pas l'admettre serait biaisé. C'est pour ça que des nations comme les nôtres sont considérées comme des nations pauvres. C'est pour ça que des nations comme les nôtres sont considérées comme des nations pauvres. Parce qu'on ne veut pas admettre les réalités. Vous savez. Je suis juriste. Oui, je suis juriste de formation. D'accord. Et il y a un principe juridique qui énonce que nul n'est censé ignorer la loi. Nemo sensitur legalem ignorare. Donc, la connaissance de la loi n'est pas à la charge de l'État, elle n'est pas à la charge des corps constitués. La même science dit qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Permettez que j'aille. On dit que la charge de la connaissance de la loi ne relève pas des corps constitués, mais elle relève premièrement du citoyen, que lui-même il a évoqué comme quelqu'un qui accepte se soumettre aux lois que lui impose sa nationalité. Et donc, en tant que citoyen, quelle que soit la langue que vous parlez, et pour laquelle la Constitution elle-même a dit qu'elle doit être vulgarisée dans les langues nationales, quelle que soit votre langue nationale, vous devez aller au contact de la Constitution, puisque vous êtes béninois. Et si vous n'allez pas au contact de cette Constitution, ça veut dire que quelque part, vous refusez déjà de vous soumettre à la première loi qui organise notre contrat social. Merci. Je vais lui poser une question. Je vais lui poser une question. Je vais dire que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de rouler une moto, des engins à 2 roues? Oui. Est-ce que vous avez le permis pour ça? Non. Est-ce que vous savez que vous avez l'obligation de détenir le permis de conduire catégorie A avant de rouler une moto à 2 roues? Je sais que j'ai cette obligation. Non, il a dit que nul n'est censé ignorer la loi. Je sais où il va et je lui réponds en même temps en lui disant que si je ne connais pas la loi, est-ce qu'on doit accuser les corps constitués ou m'accuser moi-même? Et là, j'aurais choisi. Il faut qu'on intellectualise le débat. Quand on prend un État, il y a plusieurs catégories. Il y a l'enseignement, il y a la médecine, il y a les corps armés, il y a plusieurs niveaux d'institutions qu'il faut maîtriser. D'accord? Et lorsqu'on prend les citoyens chez nous, il y avait une réalité d'antan. C'est-à-dire que chaque famille, selon son legs patronymique, a l'obligation d'éduquer son enfant. Mais nous avons renoncé à ça à partir du moment où nous avons renoncé à ces pratiques pour devenir des États républicains. D'accord? Et nous avons désormais laissé le soin à l'école de former nos citoyens. Combien de citoyens béninois sont alphabétisés? Vous dites que nul n'est censé ignorer la loi, je suis d'accord. Mais l'État a pris la responsabilité de citoyenneté désormais. Les citoyens nouveaux que nous sommes aspirants à devenir à cause de la mondialisation. Donc, il faut les alphabétiser, il faut ouvrir les écoles. Nous n'avons pas les écoles, donc ça pose un déficit d'accès à l'information. Je suis déjà partie à animer des ateliers des ateliers dans les langues locales. Vous savez, moi, il y a plus de 600 familles. Il y a plus de 600 familles au Bénin. Il y a plus de 600 familles au Bénin où je peux me permettre de dormir. 600 familles où je peux me permettre de dormir. Il est important que je vous rappelle la thématique d'aujourd'hui. C'est la participation citoyenne au développement. Quel engagement pour le citoyen? Oui, la participation citoyenne au développement, mais on ne peut pas parler de développement ni de participation citoyenne si on ne sait pas c'est quoi un citoyen. Et malheureusement, nous avons un gros fossé sur l'information elle-même qui fait d'un individu un citoyen. Le monde aujourd'hui n'est plus, c'est devenu un quartier. Je me déplace, je respecte les règles.
les devoirs d'un État, j'ai le droit à la citoyenneté si je dois me baser sur votre définition. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez une expérience en matière de droit. Et excusez-moi, quand vous me dites que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer quelle loi? En fait, c'est très important de poser cette question-là parce que vous dites nul n'est censé ignorer la loi. Ignorer quelle loi pendant qu'en réalité, la loi n'est même pas disponible. Je vais vous soutenir. Je vais vous soutenir. J'en reviens. Je vais vous soutenir. Vous me laissez répondre. Non, Vous avez répondu. On ne peut pas parler de loi dans un pays où vous avez coupé des générations de l'information. Vous les avez empêchés de garder le savoir qui est propre à eux. Je vais prendre un exemple qui est palpable. Je vais prendre un exemple qui est palpable. Je vais prendre l'exemple des Amérindiens. Vous savez, aujourd'hui, dans un pays tel que le Canada, mais aujourd'hui, c'est eux qui vont pour faire des séances d'information en langue pour les Amérindiens, pour qu'ils soient au courant de la législation en vigueur au Canada. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas chez eux. On vient vous dire que la manière dont vous vivez n'est pas une bonne manière. On vous enlève votre connaissance et on vous dit, voilà la bonne connaissance. Vous m'amenez une loi qui n'est pas mienne. J'aurai des difficultés à l'accepter, à l'intégrer. Et aujourd'hui, vous me dites que je ne suis pas au courant de la loi. Non, je suis au courant de la loi. C'est vous qui me posez votre loi. Moi, je voudrais faire un point sur ce que vous venez de dire. Moi, je trouve que, au lieu de peut-être se plaindre des problèmes qui existent, il faut penser aussi aux solutions qui existent. Parce qu'effectivement, la citoyenneté, elle existait avant la période coloniale. Avant qu'on ne devienne effectivement des États républicains. Les communautés africaines avaient leur manière de communiquer entre eux, de contribuer à l'évolution de leur communauté. Mais aujourd'hui, avec effectivement la mondialisation, les États coloniaux et tout ce qui a existé, cela a eu tendance quand même à nous échapper. Et nous avons commencé par suivre effectivement ce qu'on nous a imposé. Mais normalement, moi je trouve ici qu'au lieu de se plaindre de ce qui ne va pas, il faut trouver des solutions. Voilà. On sait que dans nos communautés, les personnes qui sont dans les zones rurales ne comprennent pas forcément la langue française. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a dans la Constitution. Notre rôle en tant que citoyen, c'est peut-être d'aller à la direction de cette communauté, leur dire qu'il existe des lois, les traduire ces documents. Moi, je trouve que c'est mieux que de se plaindre qu'on nous a imposé des lois qui ne nous appartiennent pas. Parce que du jour au lendemain, on ne va pas se lever aussi pour changer ces lois. Merci. Vraiment, je remercie votre intervention parce que ça a le mérite de relancer le débat. En fait, on n'était pas en train de se plaindre. On était en train de faire un état des lieux. C'est parce que certaines personnes s'opposaient à nos déclarations que nous avons voulu expliciter. Bien, tu veux en parler? Oui, je vais rebondir sur ma soeur pour en même temps embrayer sur le thème principal, la participation citoyenne. Quel genre de citoyen nous voulons avoir pour amorcer le développement? Moi, je pense que le citoyen dont nous avons besoin, c'est un citoyen qui est engagé, qui est d'abord conscient des enjeux du développement, qui sait que dans sa localité ou dans sa communauté au sein de laquelle il évolue, on a tel problème, on a tel problème, et que l'État, dans sa toute-puissance, malgré sa toute-puissance, n'est pas capable de prendre en charge toutes les préoccupations des citoyens. Et lui, en tant que citoyen, en tant qu'amoureux de sa communauté, il doit pouvoir adresser certaines préoccupations. C'est de ce genre de citoyen-là que nous avons besoin. Ce genre de citoyen d'un type nouveau, conscient des enjeux, apte et prêt à s'engager pour sa communauté. C'est de ce citoyen-là que nous avons besoin. Ce citoyen-là qui est acteur du développement. C'est ce que moi je voulais dire par rapport à la thématique pour repositionner le débat. Je suis totalement d'accord avec toi, mais aujourd'hui, il faut déjà que les gens comprennent la grosse différence qu'on a entre ce qui est public et ce qui est politique. Tout à fait. Il y a beaucoup de divergences à ce propos-là. Parce qu'il y a un gros amalgame qui est effectué en ce qui relève de la sphère publique et de ce qui relève de la sphère politique. En fait, ce qui relève de la sphère politique, c'est tout ce qui a rapport avec la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais quand on arrive dans la sphère publique, c'est ce qui a rapport avec la satisfaction de l'intérêt général. J'aime beaucoup ce mot, satisfaction de l'intérêt général, oui, parce que nous nous basons sur ça. Oui. On ne peut pas parler de développement sans satisfaction de l'intérêt général. Mais comment on sait aujourd'hui ce que veut l'intérêt général? L'intérêt général, si je dois lancer une définition, c'est cet intérêt-là qui convient à la grande majorité. Souvent, les gens utilisent qui convient à la grande majorité. En fait, tu es d'accord avec ça? Les gens utilisent le terme de somme. Mais moi, je pense plutôt que c'est le quotient
de toutes les volontés, de tous les intérêts personnels. C'est ça qu'on appelle l'intérêt général. Pour moi, Je donne un exemple concret. Nous sommes dans une localité où il n'y a pas du tout d'école. C'est vrai qu'il y a certains, en raison de leur obédience religieuse, qui envoient leurs enfants à la mosquée pour aller étudier le Coran, d'autres au catéchisme. Mais on dit que nous voulons éduquer des citoyens. L'intérêt général ici ne sera pas de fusionner l'école coranique et le catéchisme, mais de créer une école d'un genre neutre qui va permettre d'éduquer au type de citoyen, au type de développement que nous voulons. Et donc, si dans cette localité-là, on a besoin d'une école, on va aller construire une école. Et ça va répondre à un besoin d'intérêt général qui ne sera pas la somme des intérêts personnels, mais le quotient de l'intérêt de la communauté. Ouais. Qui est d'accord avec la définition de l'intérêt général? Je trouve que ce qu'il vient de dire est très intéressant. Et on a beaucoup galvaudé l'expression l'intérêt général. Parce que je me dis, aujourd'hui, pour savoir ce que la population veut, il faut déjà être à leur contact. Et la plupart aujourd'hui des décisions qui sont prises, c'est en gros là-bas que c'est pris. On ne sait pas ce que les citoyens veulent en vérité. Et il faut savoir que les intérêts ne seront jamais unanimes. Parce que tel citoyen veut bien être qui appartient. Mais l'intérêt général dont il parle ici, effectivement, c'est le quotient. Parce que lorsqu'on regroupe la communauté et qu'on élabore les différents problèmes auxquels cette communauté sont confrontées, on sait que, voilà, généralement, lorsqu'on généralise tous leurs problèmes, on arrive à trouver un problème commun qu'on peut résoudre. Parce que la majorité de nos sociétés aujourd'hui ont les mêmes problèmes. À la base, même les sociétés africaines étaient des sociétés uniques avant d'être discutées. Donc je me dis en fait, l'intérêt général, c'est déjà ce que nous voulons en tant que personnes, que nous essayons de réfléchir sur ce que les autres personnes également veulent. Et nous arrivons effectivement à trouver le quotient et voilà, l'égalité. L'intérêt général, vous êtes d'accord avec elle? Oui, tout à fait d'accord avec les deux interventions parce que l'intérêt général, pour moi aussi, c'est en quelque sorte la moyenne de nos besoins à tous. J'ai mes besoins, tu as tes besoins. Qu'est-ce qu'on peut satisfaire là tout de suite et voilà. Et qui nous arrange. L'intérêt général? Et bien sûr, je suis. Vous êtes avec elle? Vous abondez dans ce sens? Oui. Pardon? Je suis d'accord. Bon, moi personnellement, je ne suis pas foncièrement Je d'accord. vais faire une intervention avant que vous me poursuivez. Quand on parle de développement, parce que la thématique est autour du développement, le développement, c'est la capacité qu'a une communauté ou un État à apporter des solutions personnelles aux problèmes auxquels elle se trouve confrontée. Si les solutions ne sont pas personnelles, ce n'est pas du développement, c'est de l'assistanat. C'est pour ça que ceux qui nous assistent définissent notre statut pour dire que nous sommes des pays pauvres. Et nous acceptons ce statut parce que c'est eux qui nous assistent. Vous comprenez? Donc, si nous voulons parler de développement et parler de citoyens de type nouveau, parce que si la problématique se pose à nous de savoir ce qu'il faut faire pour que les citoyens s'engagent, c'est parce qu'ils ne s'engagent pas. Et s'ils ne s'engagent pas, c'est parce que l'environnement ne leur permet pas de s'engager. Le débat ici, c'est d'abord de situer les impacts environnementaux qui empêchent les citoyens de s'engager convenablement dans le processus de notre développement. C'est après avoir explicité cela que nous allons tenir compte, puisque le principal problème qui est de l'ordre de la satisfaction générale, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et ce pourquoi les citoyens sont réfractaires à la politique générale de l'État, c'est parce qu'ils estiment que ce n'est pas l'État qui leur donne à manger et que l'État ne se soucie pas majoritairement de leur sort. Vous allez voir généralement les gens disent « on a mis doigt ». Vous voyez? Donc, il y a ce problème d'autosuffisance alimentaire qui s'impose et il y a le problème de l'informel qui est là, récurrent, parce que les citoyens, justement, pour se nourrir, sont constamment en train de défier les lois mises en place par l'État, justement, pour encadrer leur activité. Et parfois, j'ai eu à intervenir, par exemple, sur les alcools en sachet, suite à la décision de la ministre du Commerce de les suspendre. Il a fallu que j'entretienne une conversation en langue pendant 2 heures de temps à une cible donnée en fond pour que les gens comprennent que ce n'est pas parce que le président Talon veut fermer leur business, mais parce que c'est nocif pour leur santé. Vous voyez, parce que la décision est passée en français. Et même si c'est passé en fond par endroit, voilà. Donc, c'est pour ça, excusez-moi, vous voyez par exemple, nous avons des citoyens
Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Le problème, c'est l'emploi des jeunes. Puisque la démographie s'est accrue et les jeunes cherchent à s'en sortir. Comme ils n'ont pas de solution, ils cherchent par tous les moyens à s'en sortir. C'est à nous d'appréhender ça et de savoir que c'est parce que les jeunes ne sont pas encadrés suffisamment qu'ils sont en train de s'ouvrir. Or, ils s'ouvrent sur des réalités occidentales. Or, nous avons un problème à l'échelle mondiale qui est d'ordre économique. Tous les pays font face à un problème d'ordre économique. Donc, nous, les pays déjà pauvres, nous ne pouvons plus compter suffisamment sur les pays qui nous aidaient et qui sont aujourd'hui face à des problèmes pour encore nous aider. Nous sommes obligés d'aller vers, l'économie c'est de l'histoire, nous sommes obligés d'aller vers nos essences d'antan pour comprendre le projet civilisationnel de nos ancêtres et l'harmoniser avec nos savoirs actuels pour pouvoir... Excusez-moi, monsieur, mais je pense que la participation citoyenne, la participation des jeunes au développement ne vient pas forcément des grandes actions. Ce n'est pas forcément... il faut d'abord qu'on montre à nos jeunes qu'il ne faut pas forcément faire de grandes actions pour être citoyen. Ça commence déjà par la protection de ton environnement tout près. Déjà. Une éco-citoyenneté, une citoyenneté responsable. On ne veut pas forcément des grandes actions. N'ayons pas des ambitions trop grandes. Je suis d'accord que vous prenez par exemple le problème. En fait, je vais juste vous expliquer que vous ne pouvez pas... Excusez-moi, déjà, je parle par exemple de l'activité de Madame Maïssa qui a eu récemment lieu. La conférence des forces vives de la nation autrement. Elle a eu à remarquer un problème de désinformation de désinformation. Elle a compris que la jeunesse actuellement n'avait pas cette information-là, ou bien cette information est en train de partir, de disparaître. Et elle a apporté sa solution à sa manière. Forcément, elle n'a pas rempli une salle de conférence de 1000 places, mais ça a eu d'impact. Ça a eu un impact. Enfin, je n'ai jamais parlé de grandes actions. Je voudrais recentrer un peu la chose. Pourquoi? Parce que la notion de développement, telle que vous l'avez expliqué, ça reste la résolution du problème commun, pour moi, ne touche pas réellement l'objectif d'un développement. Parce que ce n'est pas parce que vous faites du progrès que vous évoluez. Il y a une grosse différence. Ce n'est pas parce que je vous amène comment on appelle ça, un véhicule pour régler votre problème de transport que je règle réellement votre problème de transport. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que je veux dire par là, c'est que les gens... Non, du tout. Ça ne sert à rien de faire un pas qui vous fait reculer. Merci. Nous prenons en compte beaucoup de problèmes qui sont en fait liés à nos réalités actuelles, mais qui ne règlent pas en réalité nos problématiques. Et qui nous retardent sur les enjeux à venir. Je vais prendre des exemples qui sont palpables. La Norvège a compris que les enfants, quand ils vont à l'école et qu'ils passent la journée à l'école, ça ne permet pas aux enfants d'évoluer. Ils ont mis en place un système scolaire où les enfants jouent en étudiant. Ils ont eu aujourd'hui, c'est l'État le plus stable financièrement aujourd'hui, avec qui il y a le plus de lettrés. Donc ça ne veut pas dire que la problématique telle qu'on la voit aujourd'hui, en réalité, si nous trouvons une solution à ça, nous allons avoir la solution globale. Non, nous allons avoir une solution par rapport à cette problématique, mais nous n'allons pas avoir la solution à notre problématique. C'est là, en fait, la grosse nuance. Parce que je voulais, pour rebondir sur ce que vous disiez, excusez-moi, quand on prend les sachets plastiques, par exemple, lorsqu'on parle de la protection de l'environnement, je veux bien qu'on collecte, qu'on mène des actions pour ramasser les sachets plastiques. Mais si dans le même temps, des tonnes de sachets plastiques rentrent pendant qu'on est en train d'essayer d'enlever, on ne règle pas le problème. Mais si on retourne à nos essences, moi j'ai été à l'école avec du raffia. J'ai été à l'école toute... S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a parlé des solutions. Qu'est-ce que le citoyen peut faire pour accompagner le développement? C'est la problématique de ce soir. Qu'est-ce que le citoyen, vous en tant que citoyen individu lambda, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner la marche du développement? C'est la question qu'on nous pose. Je ne suis pas... Il ne s'agit pas de regarder uniquement sur ce que l'État, les collectivités territoriales font, mais qu'est-ce que nous devons faire pour accompagner le développement? Nous ne pouvons pas individualiser la réflexion. C'est une réflexion collective. Moi, je ne vais pas me mettre à citer ce que je fais ici. Je fais beaucoup de choses. Pour le développement, quel citoyen pour le développement? Quel type de citoyen?
citoyen, nous voulons Moi, le développement. je reste toujours Moi, je sur... Si vous me posez la question de savoir ce que je fais, en 2020, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle Sedalai au Bénin pour déjà instituer en place une structure de collecte de base des données. Ensuite, j'ai organisé un sondage sur les influenceurs à l'échelle nationale. Nous avons fait 5000 visiteurs en moins de 48 heures et nous sommes allés à la rencontre de ces influenceurs, c'est-à-dire les personnes qui parlent et que les gens écoutent pour leur dire comment. Si vous faites autant, pourquoi vous dévalorisez votre travail en disant Voilà. que... Non, En fait, vous dévalorisez le travail du citoyen en disant que c'est vrai, il fait, mais tant que... Je ne dévalorise pas, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux. L'objectif de ce débat, c'est susciter en fait l'envie à ceux qui vont nous regarder de s'engager pour contribuer au développement. Voilà. Dès que nous sommes en train de parler, il est bien beau de ramasser des ordures et que dans le même temps on continue de déverser. Vous les découragez. Moi, Je vais proposer une autre méthode. Je vais proposer une méthode simple. On va structurer la chose. Si aujourd'hui, à chacun d'entre vous, il vous est donné la possibilité d'améliorer la participation citoyenne, qu'est-ce que vous feriez? Merci. Merci pour la question. Je commence déjà par voir comment je peux faire. Là, il se pose un problème de société. Là, il faut investir plus dans le côté social et politique. Et la dimension citoyenne est multidimensionnelle. On a le côté social, politique, économique et aussi culturel. Et donc, il faudrait partir à l'éducation civique des jeunes. Revenir à l'éducation civique. L'éducation civique. Parce que l'éducation civique aujourd'hui, lorsqu'on apprend à un citoyen ou à un national d'un État, on lui dit, voilà, tu as telle obligation, tu dois maîtriser l'histoire de ton pays. Parce que c'est en connaissant l'histoire de ton pays que tu contribues au développement. Parce qu'en tant que citoyen, si je ne connais pas ce que les Béanzins, les anciens rois du Bénin ont fait, je ne peux pas contribuer au développement de ma communauté. Il faut déjà partir de ce que nos ancêtres ont fait. Qu'est-ce que l'histoire du Bénin m'importe? Et comment on s'inspire de cette histoire pour avancer? Et donc, partir de l'éducation civique et aussi de l'histoire du pays. Et donc, si je parle de l'éducation civique, je parle aussi à l'éducation de la protection de son État et surtout l'éducation patriotique. Parce qu'aujourd'hui, en tant que Béninois, si je sais que je suis Béninois, mais que mes intérêts sont plus focalisés sur la recherche de l'extérieur et que j'ai l'opportunité de quitter le Bénin, ça veut dire que je ne reviens plus. Je vais là-bas, je vais mettre mes compétences au profit. Oui, je sais. Mettre les compétences au profit de l'extérieur. Et donc là, il faut aussi partir à l'éducation patriotique. Ce sont des petites actions citoyennes qui permettent à d'autres citoyens également de contribuer au développement. Ok, pour vous, c'est éducation civique, éducation patriotique. Je suis totalement d'accord avec elle. J'ajoute à la dimension formation des citoyens la dimension simulation. La dimension simulation, si vous voulez, pour aller plus loin, la dimension action. Parce que c'est la première étape que de connaître l'histoire, d'être éduqué au patriotisme. Mais si à cette étape-là, on n'ajoute pas la dimension action, c'est-à-dire chaque citoyen, de son petit cercle d'influence, s'il n'agit pas pour impulser une transformation positive de son espace, il n'est plus citoyen, il est juste un individu qui agit sur le territoire. Donc pour moi, en plus de former le citoyen, il faut aussi les citer à l'action. Et chez nous, au sein du gouvernement des jeunes, dans notre structuration, conseil des ministres, préfecture des jeunes, mairie des jeunes, nous avons fait en sorte que chaque démembrement ait un plan de travail annuel qui répond aux besoins de la communauté dans laquelle elle veut être exercée, en tenant compte d'un principe qui m'est très cher, le principe de subsidiarité active. C'est un principe qu'on apprend en décentralisation et qui veut que lorsqu'il y a un problème, que ce soit le niveau le plus pertinent qui le résout. Donc si par exemple un problème se pose à Kotiakou, dans le nord, le fin fond nord du Bénin, il faut que ce soit les jeunes de la communauté de Kotiakou qui analysent ensemble le problème, proposent des solutions et mettent en œuvre la solution là, si la solution est à leur portée. Si elle n'est pas à leur portée, qu'ils puissent faire le plaidoyer. C'est ce genre de citoyen là que moi je rêve pour vous et c'est ce à quoi nous sommes en train de faire. Vous avez appelé ça comment?
le principe de subsidiarité active. Ok, d'accord. Vous? Pour moi, jeunes responsables, la participation des jeunes au développement, moi, ça commence déjà par le patriotisme, comme Maïssa l'a dit, et aussi par les actions. Mais pour moi, ces actions-là, c'est d'abord une éco-responsabilité. Montrer d'abord aux jeunes, telle action entraîne telle conséquence. Tu veux de ça pour ton pays? Alors, si c'est ça que tu veux, continue. Si tu ne veux pas de ça, retraite-toi. Par exemple, je commence déjà par le chez nous. Je suis activiste environnementaliste. On sait que chez moi, je ne vois pas de sachet. Dada ne voit pas de sachet. Déjà, ceux qui sont mes soeurs, ils ont ça dans la tête. Elles ne voient pas de sachet. La maison voisine, ça dépasse sur la maison voisine. Et puis ça continue comme ça. Je crois que on aura un environnement sain. Ça, c'est la partie que moi je touche. L'éducation, Dans mon éco-responsabilité, c'est la partie que moi je touche. Tu as ta partie. Et puis comme ça, nous contribuons à notre manière, à notre développement. Ok, donc pour vous, il faut rajouter à ça l'éco-citoyenneté. Et des actions. Et des actions pour montrer l'exemple. Voilà, partie de très peu. Partie des petites actions quand même. Pour pouvoir construire ce qu'on veut. Ça Oui. se rapproche du principe que j'ai appris au sein de Social Impact. C'est l'histoire du petit colibri. L'histoire du petit colibri, je vous raconte ça très rapidement. Il y avait un grand feu dans la brousse et tous les animaux, lions, éléphants, léopards, guépards, tout ça là fuyaient pour échapper aux flammes qui étaient en train de ravager la brousse qui est leur habitat. Mais pendant qu'ils fuyaient, ils ont vu un tout petit oiseau. Je ne sais pas si vous connaissez le colibri. Très bien. Extrêmement petit comme ça, mais avec un long bec qui, au lieu de faire la course dans ce sens, faisait la course inverse pour aller vers un petit cours d'eau. Et avec son bec là, il plongeait, il utilisait une goutte d'eau, il allait jeter sur les flammes qui étaient en train de ravager la brousse. Et quand ils l'ont vu, les autres animaux ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire avec ce que tu es en train de faire? Il est en train, nous avons le feu. Notre habitat est en train de brûler. Le mieux, c'est que tu te sauves. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas brûler aussi. Et il a dit ceci. La brousse, c'est notre maison à tous. Moi, je suis en train de faire ma part pour que le feu là, puisse s'éteindre. Voilà. Et donc, l'anecdote du petit colibri, il ressort quelque chose. Chacun de nous fait partie d'un ensemble d'une communauté. Et nous profitons tous de cette communauté. Et lorsque cette communauté-là est en danger, nous avons tous le pouvoir de nous mobiliser pour pouvoir la sauver de ce danger-là. Donc, ce qu'elle dit est très très pertinent. Si nous remarquons que notre environnement est sale et nous adoptons déjà comme premier comportement un changement à notre propre niveau, je ne jette plus de sachets par terre et demain je croise quelqu'un, je lui dis ne jette plus de sachets par terre. Vous allez voir que petit à petit, l'environnement là va se transformer. Je vais très rapidement toucher monsieur à côté de moi, lui dit, on a parlé, vous aviez dit ici, on fait des recyclages, on ramasse les sachets et que là-haut, le sachet revient encore. Supposons que nous avons toute cette éducation-là, on n'utilise plus de sachets. Le sachet revient sur 6 mois et n'a pas connu de vote. Ils vont se rétracter, ils ne vont plus ramener. C'est simple. Ça fait combien de temps que le Bénin lui compte les sachets? En fait, moi, ce que je dis, Chacun quand chacun parle, vous laissez chacun défendre son opinion. La parole. Ouais. On a parlé du citoyen vis-à-vis du développement. D'accord? Et si nous faisons le débat d'ordre public, ça veut dire que la solution est collective. Elle n'est plus individuelle, parce qu'individuellement, nous avons déjà échoué. Nous avons échoué à partir du moment où dans nos familles, nous avons des problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre. Vous voyez, donc nous avons déjà échoué individuellement. Maintenant, c'est parce que nous n'avons pas la solution individuellement que nous mettons nos réflexions ensemble pour trouver une solution d'ensemble. Si chacun allait venir ici dire ce qu'il fait pour changer le Bénin, je pense qu'on ne va pas se lever. Mais chacun, ce que nous faisons ne suffit pas parce que le fossé est grand. Et davantage, le fossé grandit parce que tous les jours, il y a de nouveaux bébés qui naissent
Il y a le chef d'État, quand vous voyez par exemple, il y a des mesures qui sont drastiques, parce que si on ne prend pas des mesures drastiques, on ne peut pas stopper ce qui est en train de se passer. C'est ça que nous sommes en train de parler. Moi, ce que je propose souvent lors de mes sorties pour évoluer vers un citoyen de type nouveau, c'est de mettre en place des centres de transformation sociale. Qu'est-ce que je suggère à travers ces centres? Nous avons des retraités, c'est-à-dire des personnes qui ont suffisamment travaillé, qui ont emmagasiné de l'expérience et qui sont toujours aptes à travailler. Et qui ont, au fil de l'expérience qu'ils ont emmagasinée et de leur sagesse, une nouvelle forme d'andragogie pour continuer par accompagner des couches qui sont dans la précarité. Moi, j'ai près d'une vingtaine d'enfants orphelins que j'assiste, puisque leurs parents sont décédés, et c'est soit la maman qui est à la fois papa et maman. Donc, c'est déjà un engagement citoyen. J'ai sorti des gens de la rue pour leur instituer au moins ne serait-ce qu'apprendre le levage. Vous voyez? Mais ça seul ne suffit pas, parce que c'est des milliers comme ça. Vous voyez ce que je dis? Donc, mettre en place des centres de transformation sociale où déjà les intellectuels retraités émérites peuvent servir, ou les personnes du troisième âge, même qui ne sont pas des intellectuels, mais qui sont des artisans émérites, peuvent servir, et on va ramener dans ces centres des enfants qu'on aurait sortis de certains milieux pour les accompagner à la citoyenneté, parce que la citoyenneté, c'est forcément apprendre quelque chose et savoir comment respecter ce métier pour être noble dans la société. Vous voyez? Donc, les instituer à des métiers comme ça, les accompagner, ouvrir ces centres sur l'ensemble du territoire national, et à l'intérieur de ces centres, vous voyez par exemple ceux qui font les marmites. Vous voyez la quantité de casseroles qu'on importe. Pourquoi on ne peut pas, dans ces centres, asseoir l'accompagnement de ces gens et dans 20 ans, commencer par produire nous-mêmes nos propres casseroles avec nos propres méthodologies? Moi, c'est la solution que je pense. Associer. Vous avez appelé ça comment? Les centres de transformation sociale. Centres de transformation sociale. Ok. Et vous? Moi, je pense que c'est en donnant des informations, en apportant aux citoyens les informations nécessaires par rapport aux lois qui sortent, en les diffusant dans plusieurs langues locales, qu'on peut arriver à toucher plus de gens, plus de citoyens. Et nous créons ainsi aussi des citoyens engagés et au courant de ce qui se passe, de ce que les décideurs prennent comme décision politique pour changer nos vies. Au-delà de tout ce qu'on a mentionné, il ne faudrait pas oublier aussi l'aspect politique. Parce que ça, c'est l'aspect aussi qui compte le plus. Parce que si les citoyens ne se manifestent pas pour la gestion des affaires publiques et même de la politique, on a un problème. Parce qu'il faut des citoyens pour gouverner. Si on a des personnes qui n'ont pas le sens de la citoyenneté, là-haut, ça pose un problème. Donc, il faudrait aussi participer à tout ce qui est processus de prise de décision en tant que jeune. Il faudrait s'informer aussi sur les processus électoraux. Là, nous sommes à la veille des élections générales de 2026. Il faudrait, d'autant que citoyens, nous savons c'est qui les candidats qui se présentent aux élections. Il faudrait qu'on connaisse les partis politiques de notre pays. Il faudrait qu'on connaisse même les règles, peut-être même la charte des partis politiques, le code électoral, des informations qui nous sont très importantes, mais que nous ne savons pas. Et il faut aussi mener des plaidoyers pour que la voix des jeunes soit entendue dans cette période. Okay. Donc je trouve aussi qu'il faut une éducation. Pour rassembler tout ce que vous avez dit et pour revenir à quelque chose de beaucoup plus de constructif, je dirais que il faut déjà recentrer le débat sur savoir ou sur la définition qu'on attend d'un citoyen, éduquer la nouvelle version, c'est-à-dire les individus tels qu'ils sont sur la valeur du citoyen dans le développement et ce qu'on attend d'un citoyen, c'est quoi un citoyen béninois, quand je parle de tout ce que vous avez dit. Et il faut rajouter au fait aussi de prendre en compte, d'avoir une vision à long terme de ce qu'on attend du développement. Parce que sans ça, on a beau travailler pour améliorer les conditions de vie, on ne réglera pas le problème de tout un chacun et de tous par la même occasion. Donc, c'est d'abord un travail de sensibilisation, mais avant le travail de sensibilisation, c'est un travail de réflexion pour définir le mot citoyen, ensuite de définir ce qu'on attend dans le développement et ensuite de travailler à mettre en place, chacun à son niveau, un certain nombre de choses pour toucher le... Est-ce que je peux me permettre de placer un mot 10 secondes? Je vais laisser chacun placer un petit mot de fin et un petit mot d'à peine moins d'une minute et on va clôturer. Allez-y. D'accord. Nous avons fait le point de ce qu'on peut faire en tant que citoyen.
Là, ce que je veux retenir, c'est la citoyenneté est multidimensionnelle, comme je l'avais dit. Donc, il faut être, en tant que citoyen de la société, il faut être engagé. Il faut poser des actions d'impact, parce que nos actions ont également des impacts sur les autres. Et encourage d'autres personnes également à se mettre à l'action. Donc, il ne faudrait pas se dire qu'il y a un problème et se recadrer sur le problème. Il faudrait prendre le problème en compte et essayer de trouver une solution en tant que citoyen. Tout à fait. Merci déjà pour les échanges que nous avons eus. Je crois que nous sommes tombés d'accord sur le fait que le citoyen, c'est celui-là qui ne prend pas activement au processus de développement de sa communauté. Et donc, si moi j'ai un mot à placer par rapport à ceux qui nous regardent aujourd'hui, ce n'est pas deux choses. Il faut vous engager. Il faut vous engager. Votre pays, votre communauté, votre quartier, votre village a besoin de vous. Et si vous restez insensible à la marche du développement, on vous imposera des choses qui ne répondront pas forcément à vos aspirations. Et il est donc important pour vous de prendre part au débat politique avant qu'il ne naisse, pendant qu'il est en cours, et surveiller aussi les décisions qu'on a prises en votre nom, surveiller la mise en œuvre des décisions qui sont prises en votre nom. C'est le type de citoyen que moi j'appelle, et c'est celui-là pour lequel je suis. Moi, je trouve que la participation de la jeunesse au développement commence déjà par la structuration des objectifs. Nous avons 17 objectifs de développement durable. Je ne vais pas te demander de tout prendre, mais choisis ton objectif, mène des actions qui vont dans ce sens-là. Et je crois que à ta manière, tu contribueras au développement de ta nation, de ton pays. Merci. Oui, merci. En l'absence de projet civilisationnel, le citoyen est égaré. Le projet civilisationnel, c'est quoi? Je dois défendre mon domaine, les humanités classiques, qui font recours aux savoirs sur lesquels reposaient nos pays avant d'être colonisés. Et ces savoirs étaient de l'ordre de 5 piliers. Le pilier spirituel, c'est l'ordre des sages. C'est eux qui sacrifient leur existence au profit de l'avenir. Donc, c'est des personnes qui sont appelées à réfléchir constamment sur comment faire pour corriger les problèmes actuels dans le futur. Donc, c'est eux qui orientent le pouvoir du travail. Donc, le projet civilisationnel vient d'eux. Donc, quand le projet civilisationnel vient d'eux, on peut dire par exemple qu'en 2050, il y aura 0 sachet au Bénin. Donc, quand on dit ça, c'est un problème qu'on veut résoudre. Mais là, je suis très de la part de toi. Oui, donc, je dis en l'absence de projet civilisationnel, le citoyen s'égare. Donc, on va essayer de sensibiliser davantage, mais ce qu'il faut, le baromètre principal reste un projet civilisationnel. L'orientation de la force active du citoyen, parce que le citoyen, c'est quelqu'un qui met sa force, ses compétences au profit de son État. Maintenant, c'est à l'État de mettre en place une orientation stratégique dans laquelle le citoyen se retrouve. S'il ne se retrouve pas, il va quitter son pays et aller là où il se retrouve et exercer ses compétences. Donc, c'est synalagmatique. Pour un bon citoyen, il faut un bon État. Ce que moi j'ai à dire, c'est que les citoyens doivent participer activement au débat public pour que leur voix soit entendue. Est-ce que leur voix compte? Ok. Moi, pour finir, je dirais que le citoyen, sans citoyen, il n'y a pas d'État. Et donc, à partir de ce moment, tout ce que nous avons dit pour apporter des éléments de réponse aujourd'hui constitue une base sur laquelle nous allons avancer. Mais l'objectif derrière tout ça, c'est vraiment de mener des réflexions entre citoyens et d'arriver à une solution qu'on peut mettre en place sans pour autant attendre l'État. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça soit politique ou pas, c'est d'abord nous, citoyens, qui sommes engagés et c'est nous qui subissons. Donc, ça doit d'abord être un problème à notre niveau à régler. Et dès que c'est réglé à notre niveau, l'État suivra et s'il ne veut pas, il sera obligé de suivre. C'est principalement ce que j'ai à dire. On aura d'autres débats. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous nos panélistes pour ces échanges riches et instructifs. Nous avons vu que l'engagement citoyen ne se limite pas aux élections, mais passe aussi par l'action associative, l'information, la veille citoyenne et à la prise de parole. Chers citoyens, vos voix comptent. Continuez à vous informer, à participer et à faire entendre vos idées,
car c'est ainsi que nous construisons ensemble un Bénin meilleur. Nous vous remercions pour votre attention. L'aventure ne s'arrête pas ici. Vous pouvez continuer le débat sur la plateforme recibene.bj. À très bientôt pour un nouveau numéro de la Minute Citoyenne. C'était Safia Toutien Toré de Réci Bénin.